Bon, bien, bonjour tout le monde. On va commencer immédiatement. Désolé d'avance pour tout ce qui pourrait se passer de manière inhabituelle. C'est pour la première fois une gestion pour nous du modèle Zoom webinaire qu'on va vous dire quelques détails un petit peu plus tard en début de journée pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne avec toutes les options que vous avez en bas. Donc, rebonjour, Colloque Arts et Médias 2020, 8e édition, on est vraiment content. On est actuellement, là, vous ne voyez pas comment on a de participants, mais en ce moment, vous êtes 12 à assister au colloque, c'est très bien. Et aujourd'hui, et pour les 2 prochains jours, on va parler sur le thème de l'espace, qui est un sujet très large, mais qu'on dirait qu'on va toujours y revenir parce que, étant donné que c'est très large, c'est un sujet qui est toujours à creuser, à développer plus en détail. Donc aujourd'hui, pour la journée, on va s'intéresser plus spécifiquement à la géographie queer et féministe et également à la revendication de l'espace, qui sont les 2 panels qui vont être abordés. Et là, on va le dire plus en détail, mais si vous avez des questions, on vous demanderait de les garder peut-être plus vers la fin. Et en fait, c'est des droits qu'on va vous donner, donc on va vous répondre au fur et à mesure. Cela dit, c'est un peu ce que j'avais à dire pour l'introduction. Donc, je vais laisser Madame Alvarez commencer sa petite présentation d'introduction. Merci Christopher. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin, après-midi ou soir, dépendamment de votre fuseau horaire. Bienvenue aux panélistes, aux modérateurs et aux participants à cette 8e édition du colloque Arts et Médias intitulé Espace, imaginaire, habitat et contestation. Je me présente très rapidement. Mon nom est Anaïs Alvarez Hernandez et je suis professeure au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. C'est ma première expérience comme professeure responsable de ces colloques et je ne me sens pas avoir été très responsable car absolument tout le travail a été fait par nos étudiants. Mais vous m'envoyez évidemment ravie et honorée de cette invitation. Donc, je tiens à remercier chaleureusement les organisatrices et les organisateurs d'avoir déposé votre confiance en moi. Les colloques Arts et Médias de l'Université de Montréal, quelques mots sur cet événement, est organisé par les étudiants du département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques depuis 2013. C'est l'occasion pour les étudiants, premièrement, de s'initier à la pratique de la communication scientifique dans une perspective interdisciplinaire. Deuxièmement, c'est une opportunité qui s'offre aux étudiants et aux professeurs de différentes disciplines cohabitant au sein de notre département de travailler ensemble sur un même projet et sur une certaine durée parce que l'organisation de ces colloques, qui durent seulement 3 jours, en fait, les colloques, mais l'organisation, quant à elle s'étale d'habitude sur la moitié d'une année. Donc, c'est précisément, en fait, un des mandats de cet événement de créer des espaces de rencontres et d'échanges entre étudiants et professeurs et entre les étudiants eux-mêmes de notre département, mais aussi des échanges de rencontres avec des chercheurs, des étudiants et des professeurs d'autres universités et d'autres institutions culturelles, que ce soit à Montréal, au Québec, au reste du Canada, mais aussi à l'international. Au-delà de l'opportunité académique que ces colloques offrent, et justement cette possibilité d'échange et de partage, il s'agit aussi d'un événement formateur. Il est conçu et organisé par nos étudiants des 3 cycles. C'est qu'ils initient à la préparation d'un événement du genre dans son entièreté. Dès la rédaction d'un appel à communication, à la diffusion de cet appel, au processus de sélection de communication, à la promotion de l'événement, à l'animation d'un panel ou de plusieurs panels, à l'implication dans un processus d'édition de colloques, puis également à tous les aspects logistiques inhérents à la tenue d'un colloque. Un colloque qui, cette année, se tient entièrement à distance et en mode virtuel.
avec tous les défis, évidemment, qu'il a fallu relever pour faire en sorte qu'il ait lieu. Donc, tout ça pour dire que la tâche a été, somme toute, complexe, ardue pour nos étudiants, qui doivent, de surcroît, composer avec la nouvelle réalité de l'enseignement à distance et aussi avec de la détresse émotionnelle et psychologique en ces temps de pandémie. Donc, bravo, bravo pour ces défis de taille que vous avez su relever. Un mot ou deux sur les thèmes de cette édition qui a invité étudiants de tous les cycles d'études, mais aussi professeurs et chercheurs à explorer. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que chaque année, il y a un nouveau thème qui est sélectionné ou mis à l'honneur. Et ces thèmes agit tel une sorte de fil conducteur qui reflète d'une part nos préoccupations actuelles ou historiques en histoire de l'art et en études cinématographiques, mais d'autre part, il serait aussi ces thèmes choisis une synthèse de discussions et de contenus qui animent nos salles de classe dans nos différents programmes, et c'est aux 3 cycles. Cette édition, cette 8e édition, vous a invité et amené à réfléchir à l'espace. L'espace, comme le précise l'appel à communication, comme un sujet couramment déployé dans de nombreuses disciplines et sous plusieurs coutures. L'espace comme les produits d'interrelation, comme une sphère dynamique toujours en construction et qui est composée de trajectoires multiples. Donc, d'une part, l'espace comme une unité mesurable, comme une donnée abstraite, ouverte et attachée à la nature, à l'étendue. D'autre, l'espace qui accueille les rapports de production et de reproduction ainsi que les gestes du quotidien, mais aussi l'espace de représentation. Si l'on pense à Henri Lefebvre, cet espace vécu à travers les symboles et les images. Donc, ces colloques nous invitent donc à explorer, à interroger notre relation à l'espace, par exemple, à travers l'acte d'habiter, ces processus par lesquels un espace reçoit une identité ou plusieurs identités. Donc, réfléchir à l'espace ou aux espaces, au pluriel, devrais-je plutôt dire, acquiert une plus grande importance à un moment présent où on en manque, à un moment où de nouveaux espaces s'ouvrent, où des anciens se reconfigurent. On le sait, afin de contenir la propagation de la pandémie globale de COVID-19, les gouvernements ont implanté des politiques et des mesures de distanciation physique dans nos espaces communs, voire carrément des mesures de confinement total. Donc, à la lumière de cette situation, les espaces se superposent, se chevauchent, voire se confondent, que l'on songe à l'espace domestique, à l'espace de travail et bien évidemment à l'espace virtuel. Donc, compression et superposition d'espaces aboutissant à différents modes de production, de socialisation, d'être ensemble, différents modes d'enseignement et d'apprentissage et différents modes de vie tout court. Je tiens à saluer encore une fois nos panélistes. Je tiens à les remercier de la grande qualité de leur communication. Les organisatrices et organisateurs ont reçu plus de 70 propositions de communication. Je ne sais pas s'il s'agit d'un record, mais cela en a l'air, cela en a tout à fait l'air d'un. Et je pense que cela témoigne d'un grand intérêt suscité par les thèmes et surtout, il y a eu un grand intérêt en raison aussi de la portée car les propositions nous venaient de plusieurs géographies. Donc, vous imaginez que le processus de sélection de communication, quoique exemplaire, a été très, très ardu. Chapeau les membres du comité scientifique qui ont dû se réunir à plusieurs reprises et ont dû faire face à des décisions déchirantes.
Tous nos remerciements vont également aux multiples bénévoles qui ont fait possible la tenue de cet événement. Encore une fois, merci aux modérateurs de chaque panel. Et merci particulièrement, et je vais toutes et tous les nommer. Merci à Martine Saint-Cyr et à Jade Bray-Dussault, responsables de la coordination. Merci à Marie-Achille et Cathy Dufort à la logistique. Merci à Francky Beauchamp, Marie-Achille et Martine Saint-Cyr au com. Vous voyez qu'il y a des noms qui reviennent aux différents postes. Et merci aux membres du comité scientifique Maïssa Benjelloul, Roxane Malé, Talita Bueno-Moter et Christopher Ravenel. Merci aussi au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques pour leur soutien financier et logistique. Merci à toutes les personnes employées de l'université qui ont fait possible cet événement. Enfin, j'espère que vous, participants, panélistes et modérateurs, allez apprécier ces 3 journées chargées d'excellente communication. J'espère que les débats seront fructueux. J'en suis confiante. Et je vous dis quelle chance de pouvoir être ensemble aujourd'hui dans cet espace. Et sur ceci, je crois que je donne la parole, je vous remercie, je vous donne la bienvenue, et je donne la parole à Francky Beauchamp. Oui, bonjour. Merci Anna-Laïs pour cette belle introduction au colloque. Ça donne vraiment un rythme. Et oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués là-dedans, puis on est content que vous soyez tous là pour y assister. On va remercier aussi tous les modérateurs. Vous allez voir tout au long de l'événement, il y aura des gens qui vont venir animer les périodes de questions. Donc, on va changer de personne d'un panel à l'autre et ça va créer une dynamique certaine. Inquiétez-vous pas, ces gens-là vont se présenter en temps et lieu. Je me présente, Francky, je fais partie un peu de l'organisation. Donc, un petit mot avant de commencer pour s'assurer que l'événement se passe bien. Je vous explique un peu le modèle webinaire sur lequel on utilise le Zoom et sur lequel l'événement a lieu. Donc, pour les participants, comment poser des questions vu qu'on n'a pas accès à vos caméras ni à votre micro pour l'instant? C'est par 2 moyens. Donc, si vous voyez en bas, il y a les onglets questions et à, donc questions et réponses en fait. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et poser des questions textuelles. Si vous voulez vraiment prendre la parole, il faut lever la main et on va vous donner le droit de parole. Donc, gênez-vous pas d'utiliser ces 2 fonctions-là. Une chose que Christopher tout à l'heure a mentionné rapidement, on vous invite à lever la main, puis à poser les questions de préférence à la fin de la présentation pour s'assurer de ne pas déranger les présentateurs parce qu'eux peuvent voir défiler vos questions passées. Donc, on vous invite à le faire après les présentations. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour ma petite partie. Je vais laisser encore Anna-Laïs faire votre présentation. Donc, merci Anna-Laïs. Oh, Talita? Oui. Oh, Talita. Donc, Talita, excuse-moi, je te laisse parler. Tu peux prendre la parole pour la suite. Merci. C'est très rapide. Bonjour tout le monde. Et je veux remercier à tous les participants aujourd'hui, à tous les panélistes, les modérateurs et principalement à Madame Anna-Laïs Alvarez pour avoir participé de tous les processus du colloque. Elle était la professeure responsable du colloque Arts Médias à cette session. Et je voudrais, avant qu'on commence la session, donc la conférence plénière, qui traitera d'un sujet très important, qui c'est la décolonisation de l'espace public dans le contexte des monuments contestés. Je veux vous présenter très rapidement la professeure Anna-Laïs Alvarez Hernandez. Elle est historienne de l'art, elle est commissaire d'exposition indépendante et est professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Madame Hernandez s'intéresse aux pratiques artistiques actuelles, principalement à celles qui se déroulent dans l'espace public, qu'elle étudie à la lumière des études postcoloniales, décoloniales et diasporiques.
ainsi que du phénomène de la mondialisation. Avec le soutien du Conseil de recherche en sciences humaines, ce principal projet, ce principal projet de recherche porte sur les galeries domestiques dans les sociétés post-socialistes, ainsi que sur les artistes de la diaspora latino-américaine au Canada. Donc, je vous laisse la parole à la professeure Analaïs Hernandez. Merci beaucoup. Et on va commencer donc la conférence plénière Décoloniser l'espace public de Monument Situation. Merci. Bonjour Talita. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. Oui, je vais arrêter ici. Est-ce que, voilà, donc merci beaucoup de cette présentation, Talita, et sans plus tarder, je commence tout de suite cette conférence que j'ai intitulée Décoloniser l'espace public, The Monument Situation. Je vais vous dire qu'elle rassemble à la fois les résultats de mes recherches passées sur les monuments, de mes observations et réflexions récentes et en cours sur l'actualité, mes constats aussi sur un forum autour de la commémoration qui s'est tenu l'an dernier à Montréal. Et c'est une conférence qui pointe aussi peut-être vers mes recherches à venir et qui surtout fournit plus de questions que de réponses, donc soyez avertis. Et c'est parti. Le 14 décembre 2015, Montréal se réveille avec l'un de ses multiples monuments ensanglantés. L'effigie en bronze de la reine Isabelle Ière de Castille, dite Isabelle la catholique, a alors été recouverte de peinture rouge et couronnée de l'inscription « Coupable des crimes contre l'humanité ». Réplique d'une œuvre du sculpteur espagnol José Planes Peñalver, le buste de cette reine trône depuis 1959 sur un socle de granit dans le parc Laurier, en bordure de l'avenue Laurier-Est et face à l'avenue Christophe Colomb. Don de l'Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, à la ville de Montréal, il a été offert à l'occasion du 467e anniversaire du débarquement du navigateur génois Christophe Colomb sur Guanahani, une des îles des Bahamas, pour compte des monarques Isabelle et Ferdinand d'Aragon, le 12 octobre 1492. 528 ans après ce débarquement, il continue de produire de l'événement, quoique pas nécessairement dans un esprit célébratoire. Des actions à l'endroit d'autres effigies d'Isabelle se vérifient aussi ailleurs en Amérique. Seulement les mois derniers, plusieurs tentatives pour les renverser et des interventions de nature variée ont été constatées, notamment le jour de la race. Le 12 octobre avait été institué comme tel pour célébrer la rencontre des deux mondes et l'échange, j'aurais dû laisser les guillemets ouverts pendant cette phrase, donc l'échange des cultures aboutissant à la diversité raciale en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais le 12 octobre rappelle plutôt une histoire de massacres, d'oppression et d'imposition associée à la conquête et à la colonisation, plutôt qu'un échange. Par conséquent, ce jour-là, il a été renommé de manière différente dans plusieurs pays de ces régions, que l'on passe le jour de l'identité, jour du respect de la diversité culturelle, jour de la résistance, ou encore, en Bolivie, jour de la décolonisation. Précisément, la veille du jour de la décolonisation à La Paz, en Bolivie, des activistes sous la direction du collectif anarcha-féministe Mujeres Creando ont habillé une statue de la reine Isabelle dans les vêtements d'une chola. Chola est le nom que l'on donne à une femme principalement d'origine aymara, habitant la ville et issue principalement des migrations rurales et autochtones. Isabelle portait donc ce jour-là une jupe aux couleurs vivement agrémentées de jupons, un châle, un chapeau et un atado de aguayo sur le dos. Un atado de aguayo, c'est un type d'écharpe de portage tissé.
Sur le site web du collectif Mujeres Creando, elle s'explique que cet acte visait à rendre visible l'inégalité et la hiérarchie sociale héritée de la période coloniale. Ce monument se trouve en effet dans un des quartiers les plus riches et des plus gentrifiés de La Paz, un quartier que les Cholas n'habitent pas, mais où on les retrouve en grand nombre en tant que vendeuses de fruits ou comme travailleuses domestiques. Cette action critique a d'ailleurs une tendance à parler des femmes autochtones à leur absence, puis les clichés identitaires qui est devenu le personnage de la Chola. Si à La Paz, il s'agit d'une action de déconstruction d'un symbole et non pas d'une action destructive, comme les collectifs à l'origine a tenu à le préciser, à Quito, en Équateur, juste le lendemain, la destruction était bien de mise. Un groupe de manifestants ont aspergé de peinture rouge une statue d'Isabelle la catholique et ont même effectué une tentative de la renverser après avoir installé des cordes autour de son cou. Non seulement les effigies de la reine Isabelle ou encore celles de Christophe Colomb font face à un rejet exponentiel en Amérique et ailleurs, mais toute une pléiade de monuments érigés en l'honneur d'autres personnages historiques controversés se heurtent et aussi à des interventions répétées. Cette contestation à l'allure de plus en plus planétaire reflète un malaise croissant à l'endroit des différents héritages coloniaux, totalitaires ou religieux, explique l'historien de l'art Annie Jarin. Ces derniers quinquennats de contestation monumentale semblent avoir eu un de ces balbutiements en Afrique du Sud au printemps 2015 avec le mouvement Rhodes Must Fall et les retraits de statuts du magnat minier et premier ministre de la colonie du Cap, le Britannique Cecil John Rhodes, de l'University of Cape Town. Ce mouvement s'est consolidé, ce quinquennat de contestation monumentale s'est consolidé lors des incidents survenus à Charlottesville à l'été 2017 aux États-Unis, avec le projet de déboulonnement de la statue du chef d'état-major de l'armée confédérée, Robert E. Lee. Les affrontements meurtriers de Charlottesville, on le sait, on l'a vu, vont d'ailleurs déclencher une série de retraits de centaines de statues d'hommes politiques et d'officiers confédérés à travers les États-Unis. Ces images inondent depuis lors les plateformes socio-numériques, là où les débats sur cette contestation prennent aussi place, se nourrissent et s'enflamment. Les milieux académiques et politiques se sont dès lors aussi activés. Les conférences et les publications font florès et les administrations municipales mettent en place des commissions pour répondre aux demandes de retrait des monuments. L'année 2015 semble en effet marquer une date charnière dans la confrontation des paysages commémoratifs en bronze et en pierre se déployant dans nos villes contemporaines, même si, on le sait, les remises en question s'est manifestées bien avant cette date. Donc, déclenchée par des événements associés aux séquelles et à la perpétuation des mécanismes de domination et de classification sociale héritées de la période coloniale, ces actions s'immiscent dans les quotidiens à des intervalles de plus en plus fréquents. Juste en 2009, juste l'an dernier, lors de la vague des manifestations et des meutes exigeant des réformes sociales majeures au Chili, causées par la hausse du prix du transport en commun, plus de 300 effigies des colonisateurs et des militaires chiliens ont été endommagées. Les meurtres de George Floyd aux mains d'un policier le 25 mai 2020 à Minneapolis a pour sa part relancé la contestation des monuments confédérés à travers les États-Unis, mais aussi d'autres monuments à l'international. Par exemple, le 7 juin dernier,
Les manifestants à Bristol, en Angleterre, ont renversé puis jeté dans les ports de cette ville l'effigie en bronze du marchand d'esclaves Edward Colston. La symbolique du geste était puissante, notamment parce que les ports de Bristol est connu par son rôle dans les commerces triangulaires et son passé esclavagiste. On en a moins entendu parler ici, mais 2 semaines avant les événements de Bristol, non pas une, mais 2 statues de l'homme politique français Victor Schœlcher ont été renversées en Martinique. Le 22 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, les militants ont abattu, par exemple, une de ces 2 sculptures-là, qui était celle que vous voyez à l'écran, devant les centres culturels Camille Darcière, et qui avait été érigée en l'honneur du français, dont l'adoption d'un décret en 1848 a interdit l'esclavage dans toute la France. Les manifestants rapprochaient notamment les multiples, un peu l'omniprésence de ces personnages dans l'espace public et les multiples hommages permanents dont ces personnages est encore l'objet des villes, des statues, des lycées, des bibliothèques qui portent son nom, ce qui aurait contribué, entre autres, à camoufler, à cacher la contribution d'autres acteurs locaux à l'abolition de l'esclavage, dont les esclaves eux-mêmes. Donc, Françoise Vergès, elle voit dans ces gestes, dans ces actions, un désir de se réapproprier la ville. Du côté de la Colombie, et on continue toujours en regardant, en faisant ce tour du monde et en regardant des exemples. Du côté de la Colombie, je vous disais, le 16 septembre, un groupe d'autochtones Misak ont déboulonné la statue équestre de Sébastien de Belcázar à Popoyan en guise de procès symbolique fait au conquistador espagnol qui avait été nommé en 1542 gouverneur ad vitam aeternam de cette ville. Ces statues constitueraient un symbole de la domination coloniale qui ne s'est pas tout à fait terminée avec le processus d'indépendance en Amérique latine, mais qui s'incarne, se perpétue au quotidien dans l'imaginaire, dans les politiques linguistiques, dans les institutions ou tout simplement dans la négation instaurée par la modernité coloniale des différents savoirs et des modes d'être et d'exister. Les effets de cette nouvelle vague des contestations se sont fait également sentir au Canada, dont à Montréal, où au fil des ans, les monuments à Sir John Alexander Macdonald, œuvre de George Edward Wade, a été l'objet, et c'est à intervalles irréguliers, de plusieurs gestes de commémoration corrigés. Je vais revenir sur cette expression dans quelques minutes. Par exemple, en 1992, les statues étaient décapitées par des membres du Front de libération du Québec à l'occasion de l'anniversaire de la mort par pendaison de Louis Riel. Plus récemment, le 17 mars 2019, les groupes McDonald Must Fall expliquent avoir recouvert les monuments de peinture aérosol rouge en solidarité et en soutien aux actions et mobilisations mondiales contre le racisme et le fascisme. Les actions sur le monument de McDonald's à Montréal et ailleurs au Canada sont revenues sur le devant de la scène à l'été 2020, au milieu d'un climat social et politique façonné, entre autres, par les plus récentes manifestations de Black Lives Matter. Donc, début juillet, une nouvelle intervention à la peinture sur les statues de McDonald's à Montréal survient, et cette fois accompagnée d'une pétition de retrait. La statue a été finalement abattue par des protestataires en septembre 2020 lors d'une manifestation pour réclamer les définancements de la police. Dans tous les cas que nous venons de voir, et on pourrait passer une semaine à passer en revue des exemples, donc dans tous les cas que nous venons de voir, il s'agit d'actions populaires et parfois institutionnelles. Il s'agit d'actions physiques ou symboliques aboutissant ou non au retrait de ces monuments, à leur destruction partielle ou totale, à leur souillure temporaire ou permanente.
Ces actions, comme je mentionnais, peuvent être comprises comme des gestes de commémoration corrigés, car elles visent à rectifier, à redresser une représentation du passé véhiculée par certains monuments, au-delà des monuments eux-mêmes, contrevenant à nos visions contemporaines de ces passés. Donc, ces gestes de commémoration corrigés ne se limitent pas aux actes qu'on vient de voir, à des actes de résistance et non pas de vandalisme, car tel que l'explique le spécialiste de questions mémorielles Sabine Marshall, des termes comme intervention ou encore modification des monuments contestés portent une connotation qui décrit mieux l'esprit des revendications que l'on observe. Donc, ces gestes de commémoration corrigés, ils ne se limitent pas à ces actes-là, mais prennent aussi la forme d'interventions artistiques éphémères ou temporaires. C'est le cas de la performance Dear John, Louis-David Riel, de l'artiste métis David Garneau, performance qu'il a exécutée à l'occasion du 120e anniversaire de la mort d'Ariel, chef du peuple métis, reconnu comme le fondateur du Manitoba. Au parc Victoria, à Regina, où se dresse une statue à l'effigie de John MacDonald, qui, pendant son mandat comme premier ministre du Canada, a notamment ordonné la pendaison d'Ariel. Donc, Garneau, l'artiste, il s'est glissé dans la peau d'Ariel, cagoule et nœud au cou. L'artiste complétait son costume avec un sut qui s'inspirait de celui que Riel a porté lors de son procès. Pendant la performance, Garneau, il y a comme une espèce d'exaspération montante qui met en évidence l'impossibilité, il s'exaspère du fait qu'il y a une impossibilité de dialogue avec les statues de MacDonald. Lui, il parle, puis évidemment, la statue ne répond pas. Mais ce qui pointe vers cette impossibilité de dialogue avec les statues pointe vers une impossibilité de réconciliation. Comme l'explique Dylan Miner au sujet de cette performance, et je cite Miner, reconciliation also presupposes a prior relationship between two parties that was amicable, well-balanced, and equitable. Settler colonialism, as we know too well, was none of this. Fin de citation. Garneau considère par ailleurs que d'avoir érigé une statue de MacDonald dans la ville où Riel a été pendu est non pas seulement des mauvais goûts, mais une provocation évidente. Cette performance itinérante a été reprise par l'artiste depuis 2014 à Kingston et à Ottawa. Et du Canada, je vous amène temporairement en Afrique du Sud, à la ville du Cap, où le 9 avril 2015, l'artiste sud-africaine Stembil Msezane est restée debout pendant 4 heures sur une plateforme au soleil brûlant, levant et baissant les ailes de son costume d'oiseau, alors que les statues de Cecil John Rhodes étaient soulevées par une grue derrière et étaient retirées de l'entrée de l'University of Cape Town. Msezane, elle expliquait avoir incarné dans cette performance l'esprit d'un chapungu, un aigle qui est en fait l'emblème national du Zimbabwe et qui était le sujet d'un groupe de sculptures célèbres qui ont été pillées à l'époque coloniale dans les ruines de la ville antique du Grand Zimbabwe. Et une de ces sculptures-là se trouve toujours dans l'ancienne résidence des Rhodes au Cap. Donc, les choix de cet oiseau pour commémorer la chute des Rhodes n'est donc pas anodin. Cette performance, c'est une des choses qui m'intéresse le plus. Donc, plus que de commémorer une personne ou un individu, commémore un moment historique où Rhodes tombe avec toute la symbolique que cela peut entraîner. 2 ans plus tard, en 2017, l'artiste new-yorkaise ayant grandi en République dominicaine, Joyri
Minaya reçoit une invitation de la National Gallery of Bahamas pour participer à une exposition qui devait être inaugurée le 12 octobre. En réponse à l'invitation, Minaya a décidé d'interagir avec la signification de ce jour-là, toujours nommé Jour de la découverte à Bahamas. Et pour ce faire, elle a proposé d'habiller la statue de Christophe Colomb, qui siège devant l'entrée de la maison du gouverneur à Nassau. Elle a décidé elle a proposé en fait de recouvrir cette statue d'un tissu moulant au motif de la flore locale. Et cette proposition, évidemment, si vous connaissez le travail de Minaya, rappelle d'autres œuvres de l'artiste visant à dénoncer, entre autres, l'image paradisiaque qui colle à la peau de la plupart des îles des Caraïbes et à exposer les liens avec l'héritage de la colonisation. Lorsqu'elle a fait cette proposition, le musée n'a pas voulu appuyer son intervention temporaire en lui expliquant qu'aux Bahamas, il n'avait pas encore eu cette conversation nationale. Minaya a alors décidé de réaliser des cartes postales, comme vous voyez à l'écran, en montrant un photomontage de l'apparence de l'intervention proposée, si jamais elle avait été réalisée. Puis a demandé lors de l'exposition, a demandé au public de remplir ces cartes postales pour enfin lancer cette conversation nationale. Cécilia Brackmore est une artiste et commissaire française d'origine martiniquaise et guadeloupéenne qui vit et travaille à Montréal. Et pour son œuvre Réminiscence Joséphine, Brackmore, elle a interagi dans la ville de Fort-de-France avec les statues de Joséphine de Beauharnais, née en Martinique et première épouse de Napoléon Bonaparte. Il faut dire que cette statue avait été décapitée à plusieurs reprises depuis les années 1990 et apparemment, après plusieurs restaurations, la ville a décidé de la laisser sans tête. Et le 26 juillet 2020, les statues a finalement été déboulonnées. Donc, dans les photographies de Brackmore, on y voit l'artiste glisser dans la peau et la transparence d'un esprit vengeur, comme elle le précise, qui s'empare de la tête de Joséphine, puis qui est réparti avec elle. Il faut juste se rappeler qu'à Martinique, Napoléon maintient l'esclavage en 1802, un maintien qui profitait aux colons propriétaires d'esclaves dont la famille Beauharnais faisait partie. Et là, j'arrive avec mon dernier exemple pour cette section. Et c'est un exemple qui date de l'été dernier à Sao Paulo, lorsque l'artiste Denison Baniwa a créé en collaboration avec les Colectivo Coletores l'œuvre Brasil Terra Indígena. Donc, il s'agit d'une vidéo qui a été projetée sur un des monuments des plus connus de cette ville brésilienne, monument des cartes postales, soit les monuments aux Bandeirantes, situés à l'entrée du parc d'Ibirapuera. La séquence vidéo commence avec l'image d'un navire portugais détruit par les forces de la nature, de l'eau, la foudre, les vents. Après quoi, de son épave, on voit surgir des plantes, des animaux et des formes ancestrales en néon lumineux. L'œuvre, elle donne à voir un monde que les Bandeirantes, représentés dans la pierre du monument de Victor Pescheret, ont tenté d'effacer. Donc, Bandeirantes, ces explorateurs-là, on connaît bien leur rôle dans l'asservissement des populations autochtones, dans la propagation des maladies et dans l'usurpation des territoires. Puis c'est un rôle qu'on connaît et qu'on a dénoncé depuis de nombreuses décennies. Ce que je trouve intéressant aussi avec l'œuvre de Denison, c'est qu'elle inverse par ailleurs l'exclusion linguistique causée par l'imposition de la langue portugaise en projetant sur les monuments l'iconographie du peuple autochtone Baniwa, auquel l'artiste lui-même appartient, et en projetant aussi sur le monument une séquence de symboles. Donc, il a inventé
une langue construite de toutes pièces et qui était déchiffrable uniquement par ceux et celles qui pouvaient accéder à l'alphabet codé. Donc, la définition des gestes des commémorations corrigées ne se résume pas uniquement à nommer des actes de résistance ni des interventions artistiques permanentes ou éphémères, comme on l'a vu jusqu'à présent. Ces gestes incluent également des projets, des programmes, voire des applications mobiles qui dépassent largement une action directe sur les monuments contestés. Puis avant d'explorer quelques-unes de ces initiatives et de les mettre en rapport avec la notion de permanence, notion qui hante de façon plus générale les pratiques d'art public, et c'est depuis longtemps, je propose de faire un retour rapide sur les définitions et les fonctions traditionnelles du monument, ainsi que sur sa relation historique avec l'espace public. Les mots monument puisent ses racines linguistiques dans les mots latins monumentum, lui-même dérivé des monere, qui veut dire avertir, rappeler ou ce qui interpelle la mémoire. Pour ce qui est de ses fonctions et de l'utilisation qu'on fait de ces monuments, Serge Barcellini, par exemple, les considère comme étant à la fois un outil mémoriel au service de ceux qui l'utilisent et un reflet de l'idéologie dominante dans laquelle il s'inscrit. L'historien de l'art autrichien, Alois Riel, a été le premier à tenter de comprendre dans son ouvrage « Les cultes modernes des monuments, son essence et sa jeunesse », un ouvrage qu'il a écrit en 1903, la fascination, il a essayé de comprendre dans cet ouvrage la fascination exercée par les monuments sur les spectateurs au tournant du XXe siècle. La première section de cet ouvrage est consacrée aux monuments dits intentionnels, soit toute œuvre humaine édifiée de la main de l'homme dans le but explicite de transmettre aux générations futures les souvenirs d'un événement ou d'une personnalité. Les monuments s'accolent à l'adjectif intentionnel lorsqu'ils sont expressément voulus en tant que monuments par leur créateur. À cette dimension intentionnelle s'ajoute nécessairement une dimension temporelle. En effet, une volonté manifeste de se remémorer ou d'encourager la commémoration chez les générations futures sous-tend l'édification du monument intentionnel. Autrement dit, les messages qu'il incarne s'adressent au présent, mais aussi et surtout à la postérité. Pour récapituler, ce que nous retiendrons est principalement cette volonté du monument de commémorer de façon explicite et délibérée et de s'adresser à l'avenir, ainsi que sa fonction d'instaurer et surtout de transmettre à la postérité un culte de la glorification ou de la commémoration d'un passé proche ou lointain. Régis Debray, quant à lui, qualifie ces monuments intentionnels des monuments messages et les compare à une lettre adressée d'une époque à la suivante, nouant ainsi un contrat monumental avec l'avenir. Sauf que les générations destinataires ont le droit de ne pas vouloir ouvrir cette lettre, voire de vouloir la réécrire. On observe de nos jours que cette idée de legs dont s'accompagnent les monuments est profondément problématique, car on aurait le droit de les refuser. Alors, que reste-t-il aujourd'hui des fonctions traditionnellement attribuées aux monuments dans la ville, dans l'espace public, auprès de ces publics? Demeure-t-il une source de pouvoir et un outil de légitimation? Si oui, comment exerce-t-il son pouvoir dans nos sociétés actuelles au gré des variations et des évolutions urbaines, idéologiques, voire technologiques? Commençons par le parcours du monument dans son cadre de vie privilégié, l'espace urbain. Effectivement, les monuments entretiennent un rapport de plus serré avec l'histoire du développement urbain. Outil d'aménagement, les monuments a historiquement contribué à faire centre, à délimiter, à recouper et à diviser les quadrillages spatiaux, à prendre de la place et à guider les pas du citoyen. En outre, les monuments habitent les endroits clés de la ville, l'agora, la place publique, les édifices du pouvoir,
c'est un élément organique par l'organisation spatiale qu'il accomplit, mais il ne fait cependant pas que structurer l'espace dans une compréhension strictement mathématique ou matérialiste de celui-ci. Il crée des lieux, soit des espaces de vie, des sociabilités et des commémorations. Le monument est aussi un espace d'anachronisme, car il nous transporte continuellement dans un autre espace-temps, en l'occurrence celui du sujet commémoré ou de ceux qui l'ont érigé. En tant que médiateur de savoir, les monuments possèdent une fonction hautement pédagogique. Celle-ci s'est manifestée de façon amplifiée à l'intérieur des régimes pour lesquels l'extériorisation et la consolidation d'un pouvoir, en l'occurrence totalitaire, constituaient une priorité. Si une production monumentale des plus prolifiques a caractérisé, par exemple, la Troisième République en France ou des régimes totalitaires, je pense notamment à régime communiste, c'est parce que les monuments bâtissent un espace politique. Le processus de politisation s'opère dans les deux sens. Les monuments politisent l'espace public par sa seule inscription dans les paysages, à travers, par exemple, les messages et les versions de l'histoire qu'ils portent, et simultanément, il se politise lui-même au contact de cet espace. Un espace public entendu ici dans un double sémantisme, d'une part de formes urbaines émergeant au cours de la modernité, la place, la rue, la fontaine, la place de marché, la bibliothèque, le musée, soit tous les espaces publics qui sont accessibles à l'utilisation commune. Mais d'autre part, l'espace public renvoie aussi à une dimension immatérielle où il serait celui des débats qui concernent la vie citoyenne. Bref, comme l'explique Éric Dachau, et je les cite, l'espace public n'est pas un concept théorique, mais un espace incarné, un lieu de mise en visibilité dans lequel les actions, les paroles et les acteurs accèdent à leur être véritable et s'ouvrent ainsi au jugement public. Finalement pour cette section, la capacité du monument à habiter l'esprit du public en lui donnant à voir une version du monde jugée méritoire d'être vue, entendue, a quelque chose de tyrannique. Mais plus encore, sa forme accompagne parfois cette volonté répressive, par exemple la symbolique phallique des monuments verticaux, des tours, des colonnes, des obélisques, illustrerait, même si la symbolique change souvent d'une culture à l'autre, cette volonté de puissance, de pérennité, de pouvoir. Et paradoxalement, c'est justement cette volonté de pérennité qui s'exprime notamment par l'emploi des matériaux résistants et des formes phalliques. Paradoxalement, cette volonté de pérennité fragiliserait les monuments. Donc, Brian S. Osborne dénonce cette illusion de permanence que ces structures commémoratives cultivent en disant que, je les cite, Memorials freeze ideas in space and time as their messages of bronze, iron, marble, and granite structures survive into uncomprehending futures, but their permanence is illusory as they are produced by political, historical, and aesthetic verities that have a short shelf life. Donc, je regarde mon temps. Et voilà, tout va bien pour l'instant. Donc, à la lumière de ce que je viens de dire sur la nature du monument et sa relation avec l'espace public, mais aussi du tournant imprévisible de la contestation en cours, il est légitime de se poser plusieurs questions. Combien de gestes, de commémorations corrigées prendra-t-il un monument pour être enfin corrigé, que ce soit par certaines inventions citoyennes ou artistiques? Retirer les monuments problématiques de nos espaces publics physiques, par exemple, en les envoyant dans des musées, ou les préserver avec un travail de contextualisation, exemple, documentation textuelle et visuelle, ou par des interventions artistiques permanentes, temporaires ou éphémères, ou encore créer de nouveaux monuments, est-il suffisant pour achever une décolonisation de nos espaces publics? À partir de maintenant, et pour les temps qui me restent,
servira de fil conducteur à un forum international, servira de fil conducteur à cette conférence, un forum international que j'ai co-organisé l'automne dernier. Entre raison et tension, l'art public à l'épreuve de la commémoration corrigée s'est tenu le 7 octobre 2019 à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les comités scientifiques dont j'étais membre ont invité historiens de l'art, artistes, travailleurs culturels québécois, canadiens et étrangers à poser un regard critique sur les perspectives d'avenir de l'art public à la lumière d'un processus de révision en cours des interprétations et des représentations officielles du passé. Dans les jours qui ont suivi cette journée, les membres du comité scientifique avons fait plusieurs constats. Et un des constats a été l'absence de certaines questions, des questions qui, lors de débats, mais des questions qui semblaient pourtant habiter nos discussions dans les couloirs de la Bibliothèque et Archives nationales lors de cette journée, parce que pendant les communications des différents intervenants, on était confrontés à un nombre significatif des pratiques artistiques temporaires. Alors, ces questions absentes sont les suivantes. Pourquoi perpétuer dans nos paysages urbains des individus ou des événements qui ne nous interpellent plus et donner un caractère temporaire à ceux qui nous intéressent aujourd'hui? Comment prolonger et pérenniser les interventions temporaires sur, autour ou en réaction aux monuments contestés? Puis, en y réfléchissant, j'ai surtout réalisé qu'on a une tendance à se concentrer sur la temporalité de l'œuvre d'art, à penser la permanence de celle-ci ou ce que Fred Evans nomme les dilemmes de la permanence en art public. Et c'est là où je commençais à me poser des questions. Serait-il possible de penser la permanence autrement ou plutôt la penser ailleurs? Serait-il possible de dépasser une réflexion sur la permanence de l'œuvre elle-même, puis songer plutôt à celle des initiatives et des programmes qui mettent en place des projets et des œuvres à temporalité variable? De plus, est-il possible de penser une permanence qui dépasse la réalité physique des œuvres pour se déployer à la croisée de l'espace public et de l'espace virtuel, c'est-à-dire à une permanence, et ce sont des questions qui prennent forme en ce moment dans mon esprit, donc à une permanence ancrée dans ces deux espaces-là et rendue possible uniquement grâce à leur superposition. Une des pistes de solutions serait peut-être de réfléchir puis de mettre en place des projets et des programmes d'art public permanents qui permettraient d'interroger les formes, les contenus, les qui ou les quoi on commémore, mais aussi la réception des spectateurs ou encore différentes manières d'être ensemble dans nos espaces publics, de mettre de l'avant d'autres savoirs ainsi que d'autres méthodes de travail et de production. Et je reviens au forum sur la commémoration, c'est fil conducteur pour cette conférence, cette deuxième partie de la conférence. Et je reviens à un des intervenants lors de ces forums, l'artiste canadien et professeur à l'University of Pennsylvania, Ken Lum, qui s'est penché ces jours-là sur l'activité des Monument Lab. Monument Lab a été créé en 2012 dans le cadre d'un projet de classe par Lum et l'historien et chercheur Paul Farber. Et ce projet est devenu peu de temps après un collectif d'artistes, un collectif de commissaires, puis depuis 2018, une agence indépendante. Monument Lab travaille avec des artistes, des étudiants, des militants, des agences municipales, des institutions culturelles pour développer des approches exploratoires sur l'engagement public et la mémoire collective. C'est un projet qui facilite les dialogues critiques sur le passé, le présent et l'avenir des monuments par l'intermédiaire notamment d'un répertoire d'initiatives, que ce soit des actions directes, des enquêtes en ligne, des cartographies numériques, des expositions, des bourses, des balados, des publications, etc. Donc, lors du jour du forum, l'homme a souligné que la collaboration avec les publics autour des questions de la mémoire de la communauté pourrait être le début d'une réflexion sur et d'une appropriation de l'histoire commune d'une ville. Donc, ce qui m'intéresse de Monument Lab, au-delà du projet en lui-même, c'est cette idée qu'il s'étudie les réponses du public en réaction aux monuments, ainsi que les contextes historiques, politiques, économiques et sociaux dans lesquels ces monuments ont été créés, avant même de proposer des solutions ou un passage à l'action.
Je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler de Monument Lab, ça a été lors de l'organisation d'une exposition éponyme en 2017. Ils ont organisé cette exposition qui s'appelait Monument Lab et pour laquelle ils ont invité 20 artistes à concevoir le même nombre de prototypes de monuments pour différentes places et parcs à Philadelphie. Donc, le fil thématique de l'exposition a été posé sous forme de questions et une question à laquelle les artistes ont tenté une réponse à travers leurs prototypes de monuments. Et la question était la suivante à l'écran. What is an appropriate monument for the current city of Philadelphia? Quel serait un monument approprié aujourd'hui pour la ville de Philadelphie? Ces artistes-là ont répondu de plusieurs manières. Donc, à l'écran, vous voyez le Monument to New Immigrants de l'artiste cubaine Tania Bruguera. Bruguera qui a proposé une sculpture en argile exposée à la pluie, au vent et au soleil, qui était vouée à se détériorer et disparaître lentement, après quoi elle pouvait être remplacée par une autre sculpture identique, vouée elle aussi à se défaire. Donc, on peut lire sur le site de Monument Lab que l'aspect performatif de cette sculpture explique la condition perpétuelle et sans fin de l'immigration. Une autre artiste invitée lors de cette exposition, c'était Karen Olivier, artiste d'origine de Trinité et Tobago, basée à Philadelphie. Elle a construit un boîtier de miroirs en acrylique, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à l'écran, pour recouvrir, elle a recouvert The Battle of Germantown Memorial pour littéralement refléter les paysages, les gens et les activités autour de ces monuments-là. Et depuis cette exposition, le travail de cette agence s'est beaucoup intensifié. Et un des projets en cours, et je regarde encore une fois mon temps, tout va bien pour l'instant, j'ai encore quelques minutes. Donc, un des projets en cours de Monument Lab s'intitule Field Trip. Et celui-ci prend la forme d'un guide pour explorer les monuments d'une ville. Et une des questions que l'on se pose dans les milieux académiques, mais aussi dans les milieux gouvernementaux, voire dans la sphère publique, est la suivante. Quoi faire avec ces monuments? Quoi faire avec ces monuments contestés? Et je vous dirais qu'une des premières choses à faire serait de faire une des choses les plus simples, soit regarder. Parce que, curieusement, de tous les éléments constitutifs d'un paysage urbain, les monuments sont probablement parmi ceux que l'on côtoie les plus, mais qu'on voit les moins. Nonobstant un penchant pour les grands formats, le pouvoir présumé des monuments est parfois mis en échec par son caractère impérissable, qui les rendrait paradoxalement imperceptibles. Donc, la longévité à laquelle le monument est promis fait en sorte qu'il finit irrémédiablement par se heurter à un non-public toujours grandissant. Et regarder, c'est précisément le premier objectif de Field Trip, projet que Monument Lab définit comme un hands-on activity guide, afin de nous aider à mieux regarder, à regarder de près les monuments dans nos villes. Ces guides projets participatifs invitent ainsi les habitants d'une ville à interroger leur environnement et à proposer même leurs idées des monuments. Donc, pour guider la réflexion, Field Trip propose tout un tas de questions, parmi lesquelles combien de temps votre monument devrait-il durer? Où serait-il érigé? Quels matériaux seront utilisés? Quelle taille aura-t-il? Quelle histoire serait derrière votre monument? Évidemment, il s'agit d'un projet qui s'adapte au temps présent, en ce que Field Trip peut être complété à l'extérieur tout en gardant une distance sécuritaire par rapport à d'autres personnes, ou il peut être aussi complété, on le lit sur les sites web, en restant chez vous et en explorant l'espace à l'aide de Street View ou Google Earth. Mais Field Trip invite aussi le public à déterrer les histoires d'un lieu depuis 10 ans, 50 ans, 100 ans, voire 400 ans. Et ces couches du passé, ces couches d'histoire, des gens, d'événements, attachés à un même lieu auquel Field Trip invite à réfléchir, mais font revenir au forum sur la commémoration
et plus précisément un élément que nous avons fait ressortir dans un document synthèse de cette journée que nous avons rédigé. Nous avons réalisé que très peu d'espace a été accordé lors de la discussion, lors de cette journée, aux nouvelles technologies. Très peu d'attention a été portée au besoin de mettre à contribution les technologies numériques et l'espace virtuel, que ce soit, par exemple, comme on indique dans ces documents synthèse, pour montrer les couches de commémoration d'un site ou pour pérenniser des interventions artistiques temporaires afin d'accéder à une historique de correction de la part de plusieurs intervenants à différents moments. Et avec cette idée des couches d'histoire, je vais vous parler très brièvement, car les temps filent à vive allure, de l'application Monument 01 qui utilise la réalité augmentée pour devenir un mémorial virtuel à la fontaine Michael Dean, autrefois érigée dans une place à Baltimore. La reconstruction 3D de la fontaine McKeldin a été créée après avoir mesuré la fontaine aujourd'hui détruite. À l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, le public peut voir et entendre les chutes d'eau de la fontaine et aussi des souvenirs des 30 dernières années, à la fois des récits des protestations, que l'on pense à Occupy Baltimore, au mouvement Black Lives Matter, ou des souvenirs plus personnels comme des demandes en mariage ou des interventions des artistes. Donc, des souvenirs des événements qui ont eu tous lieu à cet endroit. Donc, la simulation 3D permet d'entrer dans la fontaine et de se promener autour. Et on peut même en faire l'expérience sur les sites, et autant sur les sites qu'ailleurs. Et c'est d'ailleurs une des premières questions que l'application pose. J'en ai déjà fait l'expérience ici dans mon bureau de cette fontaine. Donc, une des premières choses que l'application nous demande est à savoir si oui ou non on est à McKeldin Square. Donc, pour résumer, parce que très peu de temps, l'application commémore un espace urbain porteur d'une valeur symbolique pour différents publics locaux et propose une réappropriation de cet espace après sa privatisation. Donc, Monument 01 McKeldin Fontaine a été la première intervention du collectif international d'artistes Monument Group. Donc, Monument, plusieurs choses simultanément, une application, un collectif d'artistes, une base de données en ligne et un projet artistique et de recherche toujours en cours, initié par les musées d'art transitoire de Ljubljana en Slovénie. Et j'arrive avec mon dernier exemple de cette journée et je vous amène du côté de l'Australie avec les programmes gouvernementaux à Melbourne qui s'appelle Test Sites. C'est un programme d'art public qui offre du soutien logistique et financier aux artistes afin qu'ils puissent tester de nouvelles idées, des formes et des méthodes de production à même l'espace public et avec les publics. Par exemple, en 2016, Matthew de Moyser a pu tester son projet à Lux Populi. Il voulait notamment savoir si les 173 senseurs de lumière fonctionneraient dans l'espace public et surtout comment et pour combien de temps les gens allaient interagir avec son œuvre. Apparemment, les tests ont été réussis. Et l'année suivante, les danseurs et chorégraphes autochtones Baden Hitchcock a pu tester son idée In the Absence of, ce qui se voulait une recherche sur la décolonisation de l'espace public à Melbourne. Baden, pour essayer de faire sa cour, a demandé au public passant devant les premiers monuments publics érigés dans cette ville au 19e siècle, soit Burke et Wills statues. Il a demandé au public de l'aider à créer une œuvre en prenant la pose devant une des 4 bas-reliefs qui ceinturent la base de la statue. Pendant que les participants tenaient la pose, ils devaient écouter une courte balado qui tentait de déplacer les cadres de l'histoire de Burke et Wills pour mettre en évidence les complexités de décoloniser un espace architectural fortement ancré dans une représentation de l'espace très occidental. Donc, je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette œuvre. J'aimerais creuser davantage. Mais il y avait cette idée de créer des tableaux vivants
qui serait en constante évolution en raison de la nature de la tâche. Il fallait tenir la pose et imiter justement la représentation dans ces bas-reliefs-là, et il fallait tenir la pose pendant la longueur de la balado qu'on était en train d'écouter. Donc, Baden, il voulait, entre autres, toujours ça d'après les sites web de test sites, il voulait explorer les manques de représentation des groupes linguistiques Bungurung et Voigurung le long des rues principales de Melbourne. Il s'est aussi demandé, par ailleurs, pourquoi cette ville n'avait pas cherché à devenir plus bilingue dans le sens d'un quartier, dans le sens d'une plus forte présence des langues locales dans l'ensemble du quartier central des affaires à Melbourne. Donc, ces programmes-là, ils vous permettent de tester des idées, mais aussi il vous permet de faire des constats ou valider des soupçons et aussi de rendre visibles et audibles des histoires un peu moins visibles qui l'ont été historiquement dans l'espace public. Donc, je propose de terminer avec... pardon, je vais boire une gorgée d'eau. Je propose de terminer avec une question qui guide la réflexion des Monument Lab, mais de transposer cette question au contexte montréalais. Donc, je vous demanderai, j'aurais envie de vous entendre là-dessus, quel serait un monument approprié pour la ville de Montréal, pour la ville de Montréal d'aujourd'hui? Pourquoi Montréal? Pas seulement parce que j'y vis et travaille, mais je trouve qu'il y aurait des pistes de réflexion du fait de se concentrer sur les multiples histoires d'un lieu, dans cette idée des couches d'histoire d'une ville, de les faire ressortir, par exemple, à l'aide des technologies numériques. Et finalement, je vous dirais que la contestation en cours des monuments, et c'est vraiment une idée sur laquelle, c'est pas une idée arrêtée, c'est vraiment des réflexions que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Donc, cette contestation en cours va sûrement se poursuivre tant que nous ne poserons pas de gestes concrets et symboliques pour remédier à l'objet véritable de cette contestation. En effet, un monument, malgré son caractère autoritaire, affirmatif, tyrannique, voire répressif, n'est souvent que la face visible des problèmes sociétaux plus aigus, plus profonds, plus systémiques. S'il s'agit de coloniser l'espace public de façon plus large et nos sociétés, alors les simples retraits de ces monuments ne constituent qu'une tentative de colonisation incomplète. Il ne suffit pas de retirer un monument ou d'activer les sites par le biais d'interventions artistiques temporaires, mais il faut qu'il y ait modification permanente au niveau des mécanismes, au niveau des programmes, au niveau des politiques qui mettent au monde de l'art public commémoratif. Évidemment, et tous ces changements au niveau structural doivent être accompagnés d'une volonté plus inclusive en termes de contenu, des temporalités et des formes prises par cet art, évidemment, mais aussi des personnes qui décident de ce qui doit être commémoré et de ce qui ne le sera pas, en fait. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci, Anna-Laïs, pour cette présentation. Je pense qu'on peut commencer, juste pour remarquer, on a vu plusieurs cas de comment le monument crée des espaces. Donc, le monument est une source de pouvoir, bien sûr. Il structure l'espace, comme vous avez dit, et il lui donne un espace de l'anachronisme, et il crée un espace politique. Mais aussi, on peut penser que le monument fait partie des projets politiques pour la construction d'une identité nationale qui probablement a été bâtie dans le passé. Donc, il est symbole d'une idée de nation qui, dans ce moment-ci,
après toutes les révisions et les commémorations corrigées qu'on a vues dans ces exemples qu'on a traités aujourd'hui, on voit que cette identité de ces nations-là ne sont pas la même. Et donc, on pourra aussi penser qu'en réalité, cette façon de nommer la ville par les monuments est aussi présente dans d'autres lieux, comme par exemple dans les noms des rues. Donc, si on voit les noms des rues, on voit aussi toute la problématique des hommages à des personnes qui ne nous disent plus maintenant de la même façon. Donc, ma question, c'est une question plus générale. C'est comment, peut-être c'est un peu en lien à ce que vous avez présenté avec le Monument Lab, c'est comment penser une nouvelle façon de créer des monuments pour les villes. Est-ce qu'il y a encore des places pour ça? Et on pourrait penser aussi à des projets artistiques. Oh oui, bien sûr, on a plusieurs événements artistiques qui vont inviter les artistes à créer des propositions pour la ville, mais comment le public fait partie de ces choix aussi? Parce qu'à la fin, toutes ces constructions laissent voir une idée de société que peut-être ce n'est pas la même que toute la société qui habite cette ville-là fait par rapport à eux-mêmes. Donc, comment ces deux choses vont ensemble et comment on peut penser à une nouvelle nomenclature pour nos villes? Merci. Merci Talita de cette super réflexion. Je te dirais dans un premier temps que tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison de dire que cette contestation, elle ne se limite pas justement à la discussion sur les monuments. C'est une réflexion sociétale qu'on est en train d'avoir, comme tu disais, par rapport au nombre de rues, mais aussi dans les musées, en fait. Donc, la façon dont on collectionne. C'est vraiment la façon dont on fait les acquisitions. Donc, ça rentre dans un processus de décolonisation plus large qui touche plusieurs secteurs. Et je te dirais que ça touche à peu près tous les domaines de notre vie parce que ça touche la manière dont nous sommes dans l'espace public, dont nous agissons. Ça touche des savoirs, en fait. Ça touche des épistémes. Ça va vraiment au niveau de la façon dont nous sommes, dont nous agissons et dont nous faisons. Et donc, il y a toute une diversification, justement, de ces conceptions-là. On est plus divers en termes culturels comme population. C'est sûr que ça se passe différemment, dépendamment du pays où on est en train d'avoir cette discussion, mais tu as tout à fait raison de dire que c'est plus large. Donc, ça touche aussi le cinéma, ça touche la littérature. Donc, je pense que, et j'aimerais vous entendre parler là-dessus, évidemment. Et l'autre élément que je retiens de ta question sous forme de commentaires ou vice-versa, c'est l'idée du public. Oui, parce que on en parle beaucoup de justement dans quelle mesure et justement on parle des manières dont les publics devraient faire partie ou pourraient faire partie de la réflexion en cours et comment on pourrait impliquer les publics davantage dans les choix des monuments, des nouveaux monuments ou des œuvres artistiques temporaires. Mais on dirait qu'on oublie, en fait. On a beau en parler, on en parle souvent, on les dit oui, les publics, mais c'est pas évident de trouver la juste mesure, je te dirais, et je pense notamment à un cas qui a fait beaucoup parler. Justement, c'est un concours qui était lancé à New York pour remplacer les monuments à Gay Marion Sims. C'est gynécologue qui, au 19e siècle, a fait des expériences sur des esclaves, sur des femmes esclaves. Donc, les monuments, il a été retiré, il a été mis dans un entrepôt. Et on a lancé un concours, justement, pour trouver, justement, une œuvre qui allait occuper ces piédestals-là, ces vides. Et il y a eu toute une controverse parce qu'un panel d'experts s'est réuni. Il y a une certaine manière dans la façon dont
on passe des commissions d'art public, des commandes, pardon, d'art public aux artistes. Puis les panels qui s'est réunis pour ces concours a choisi l'œuvre de Simone Leigh. Simone Leigh, artiste qui va représenter les États-Unis à la prochaine Biennale de Venise, je crois. Et c'est un choix qui a été rejeté par la communauté. La communauté s'est sentie trahie, justement, parce que de tous les artistes, des 5 artistes, je pense qu'il y en avait 5, il y en a juste une artiste en fait, qui est allée consulter la communauté, qui est allée présenter les projets en collaboration avec la communauté. C'est l'artiste Vinnie Bowell. Et une des choses qu'on reprochait notamment, c'est cette espèce de séparation entre ces comités qui étaient supposés choisir l'œuvre gagnante là, et entre les valeurs artistiques, puis justement comment la communauté percevait cette œuvre-là. Donc finalement, ça fait en sorte qu'il y a un gros scandale. Donc l'œuvre, Simone Leigh, elle a retiré son œuvre parce que ce n'était pas les choix populaires. Puis c'est l'œuvre de Vinnie Bowell, elle qui est allée parler à la communauté, qui est allée présenter son projet, la seule, en fait, qui est allée faire ça, qu'on a retenu, en fait, finalement, comme projet. Mais c'est juste pour vous mettre en évidence. D'ailleurs, ce projet-là doit être inauguré l'an prochain. Je pense que ça s'appelle Victory Beyond Sims. Une œuvre que, d'un point de vue artistique, là, j'aime pas beaucoup, à vrai dire, mais c'est ça, je suis pas en train de dire que ces comités-là, il avait raison versus la communauté, mais la façon dont on travaille pas véritablement ensemble, en fait, dont on fait les choses et des gestes séparément, justement, les genres des controverses. Donc, on est toujours en train d'apprendre et de mettre en place des mécanismes pour essayer de penser à ces commandes-là, puis inclure davantage les publics et la communauté, puis de les faire, pas seulement de les inclure pour dire oui, on les inclut, mais de les faire de façon à ce que ça donne un résultat unanime. Bon, ça ne sera peut-être jamais unanime, mais je voulais juste vous mettre cet exemple-là. Merci beaucoup, Talita. Merci. Juste un commentaire par rapport à ça. C'est intéressant de penser à cette idée de la juste mesure de la participation du public. Mais si on pense à l'idée d'espace public, on va voir qu'en réalité, le public, que c'est la loi de cet espace. Et c'est intéressant parce que si cette contestation des monuments ne vient pas de la part du gouvernement, de la part du pouvoir, qui va prendre la parole, c'est le public. Donc, on voit toutes ces manifestations, des destructions de ces monuments-là à partir de la voix du public. Donc, s'il n'y a pas un dialogue, et je crois qu'il faut avoir un dialogue entre des interventions, même qu'éphémères, entre le public et les artistes, je pense qu'on va toujours trouver une façon de participer à ça, comme on a vu dans cet exemple-là que vous avez vu citer. Donc, c'est juste ça. Et je ne sais pas, peut-être on pourrait répondre à la question d'Armando Perla. Est-ce que vous voulez que je la dise? Oui, okay? De préférence. Ouais. OK. Est-ce qu'un monument peut-il être aussi un lieu de rencontre où on peut amener des groupes différents de personnes pour faire aussi des médiations? Disons un espace communautaire et fonctionnel qui pourrait avoir aussi joué un rôle et avoir une fonction plus active dans la vie de la communauté ou des groupes que les monuments essayent de commémorer. Merci beaucoup, Armando Perla, de cette question. Et c'est une question qui fait réfléchir parce que la façon dont on pense aux monuments, les monuments, c'est un lieu, comme je disais, c'est un lieu de rencontre, que ce soit justement pour tenir des cérémonies, des commémorations autour des dépôts de gerbes, mais c'est vraiment un élément qui crée des lieux, comme je le disais, qui devient aussi un lieu d'appartenance. Et je pense notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les monuments que j'appelle ethnoculturels. Et ce sont des monuments créés par des communautés diasporiques
et justement, et comment ces communautés-là enrichissent ces monuments-là pour, d'une part, mettre des marqueurs d'identité, des repères d'identité dans leur société d'accueil, justement un lieu auquel ils vont pouvoir se référer continuellement, pour faire vivre aussi des histoires, des récits qui sont constitutifs de leur histoire et puis de l'identité, évidemment, et surtout l'importance qu'un monument de ce type-là peut revêtir quand ces groupes-là sont en diaspora, justement pour préserver une espèce de lien avec la mémoire et les récits et les narratifs d'origine. Donc, oui. Après, les défis, justement, ça serait de penser ces monuments dans créer des communautés d'intérêt, en fait, autour de ces monuments-là, parce que d'une part, le monument peut être un lieu de rencontre, mais ça peut être un lieu de dissonance. Et je reviens encore aux monuments ethnoculturels. Et justement, j'ai longtemps travaillé sur les monuments dédiés au génocide arménien dans l'espace public. Et je travaillais énormément sur les controverses autour de ces monuments-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un différent à l'origine, et c'est l'effet que là où les membres des communautés arméniennes essayent d'ériger des monuments pour commémorer les génocides, il y a toujours des oppositions, par exemple, la communauté turque, là où ils sont, parce que la Turquie ne reconnaît pas les génocides, et ces lieux-là, au lieu de devenir des lieux de rencontre, ça devient des lieux de dissension la plupart du temps. Donc, parfois, on ne réussit pas à ériger ces monuments-là, ou parfois, ces monuments-là, ils subissent plein d'interventions, justement, en lien avec cette opposition. Donc, il y a comme des narrativités qui sont opposées. Et justement, ça devient tout un dilemme, justement, pour les autorités, justement, de saisir, ça place les autorités canadiennes, par exemple, dans ce cas-ci, dans une espèce de médiateur, de position de médiateur. Et c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, avec les monuments dédiés à toutes les victimes des génocides au 20e siècle, un monument qui est ici à Montréal, un monument des Francine Larrivée qui a été inauguré en 1998 au parc Marcellin Wilson à Montréal-Nord, mais un monument qui à l'origine a essayé de commémorer uniquement les génocides des Arméniens. Puis il y a toute une série de traductions d'intérêt que j'appelle, pour reprendre les propos de Bruno Latour, qui ont fait en sorte qu'en 4 ans, on est passé d'un monument dédié uniquement au génocide arménien et on est passé à un monument, en fait, 4 ans plus tard, et c'est le monument qui finalement s'est réalisé, qui célébrait, qui commémorait toutes les victimes de tous les génocides du XXe siècle. Donc, l'idée derrière ces changements, c'était vraiment de créer des communautés d'intérêt, que plusieurs communautés puissent se reconnaître dans et autour de ces monuments. Il y a eu plusieurs communautés qui se sont réunies depuis 1998 pour commémorer les génocides, certains des génocides, mais quelque part, c'est reconnu ces monuments-là comme un monument dédié au génocide arménien. Parce que la communauté arménienne, et elles sont aussi la communauté est aussi à proximité, se les sont appropriées et se l'approprient tous les 24 avril, jour de la reconnaissance du génocide, pour y tenir des cérémonies, malgré justement cette idée mise de l'avant par la ville dans son esprit de réconciliation et dans son esprit de ouvrir à plusieurs communautés et à plusieurs commémorations de manière égale, si je peux dire ça. Je m'arrête là. Bien, très intéressant. On pourrait continuer des heures. Il reste 5 minutes pour la période de questions. J'encourage les spectateurs à rappeler que vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole verbalement ou textuellement, c'est la fonction Q&A. Vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun problème. On en a déjà eu une très intéressante. J'aurais peut-être un commentaire. C'est pas vraiment une question, c'est plus une appréciation de votre présentation que j'ai trouvée très intéressante et très actuelle aussi. C'est en cours, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis j'ai bien aimé votre analogie du monument comme étant une lettre à transférer de génération en génération. Là, qu'est-ce qu'on fait avec cette lettre-là actuellement? On fait des procès symboliques ou des réappropriations artistiques. Fait qu'il y a comme une espèce de vouloir de ne pas nécessairement accepter toute, je pense que c'était le temps qui a mentionné notre histoire nationale qui était construite par le passé. Là, on voudrait la construire au niveau actuel. Donc, super intéressant.
Peut-être, qu'est-ce que ça serait un monument à Montréal? Vous l'avez mentionné en question de fermeture. C'est une grosse question quand même parce que d'après ce que je comprends, c'est que l'idée même du monument comme étant un message à transmettre pour les générations futures a tendance à s'effacer dans notre situation contemporaine. Tout va vite, l'information circule, on ne sait pas où mettre de la tête, les mouvements sont plus centralisés. Souvent, c'est tous des micro-mouvements partout, partout, partout. Les gens veulent se faire une tête personnelle, donc on n'a plus de mouvements énormes. Là. Je veux dire, ça, c'est beaucoup plus des petits mouvements où même les gens se font une idée de leur mouvement politique à eux qui partagent sur Internet. On a plus tendance à adhérer à un mouvement plus que s'en créer un personnel, se faire une tête avec l'information qui circule dans nos réseaux comme c'est plus possible. Donc, une question, je n'ai pas de réponse. C'est une question très difficile. Ça ressemblerait quoi un monument tel que décrit par le passé, c'est-à-dire fait pour durer, mais en même temps, actuellement, on est dans l'éphémérité. C'est vraiment tout est changeant tout le temps. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter là-dessus. Il nous reste 5 minutes, si je ne me trompe pas. Absolument. Merci, Christopher, de cette réflexion. Et en fait, c'est une des choses que j'ai fait dans mon travail et dans mes recherches passées, parce que surtout en ce moment, je suis en train de prendre un virage dans cette recherche, mais je vais y revenir éventuellement au monument et à la commémoration. C'est cette idée que j'ai remis en question beaucoup la figure du monument, les monuments en lui-même, en fait. Parce que les monuments, il est très rattaché à la fin du 19e siècle, à cette idée en Europe, justement, de consolider, d'appuyer la formation des nations-États en ce moment, donc d'affirmer un ensemble de valeurs dans cette idée de communauté imaginée qui devient la nation, donc pour appuyer, supporter ces processus-là. Et moi, je me pose ces questions par rapport à l'avenir du monument, évidemment, parce que nous sommes dans un temps, depuis un moment où on assiste à une compression des temps. Justement, on est dans une espèce de pressentisme. Donc, on vit dans une espèce de pressant éternel, si je peux dire. Je reviens à l'idée de permanence. Mais ce que je veux dire, c'est que on change d'opinion très rapidement, on change d'allégeance, on est changeant comme sujet, on est peut-être changeant comme l'a jamais été, vraiment au gré de nouvelles technologies, au gré de justement de cette compression du temps, des raccourcis dans les distances, des transports, de tout. Donc, on est plus dans l'ici et maintenant. Et je pense que ça va à l'encontre, justement, de ce qui a été historiquement la figure du monument en tant que tel. Donc, même, je dirais qu'il faudrait repenser à ça parce que je ne sais pas si la solution, honnêtement, c'est vraiment d'ériger des nouveaux monuments dans l'esprit où on le faisait avant, dans cette idée-là que ces monuments devraient rester là pour toujours, même si je comprends absolument et je suis d'accord qu'il y a une inégalité dans cet espace public en termes d'histoire, en termes de justement toutes les personnes, les histoires, les récits qui ont été cachés, dissimulés par une version de l'histoire qui a prévalu dans notre espace public. Et c'est nous, on est en train de vouloir réécrire cette histoire. Après, je ne pense pas que de faire tomber ou de détruire, et moi, je ne suis pas pour la destruction des monuments, évidemment, parce que j'y vois des objets artistiques, mais ou de déplacer, mettons, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour changer ce qu'on veut changer. En premier lieu, on se concentre beaucoup sur les monuments. On met la faute sur les monuments, mais en même temps, il y a des choses qui devraient être réglées. Comme je disais, les monuments est souvent la face visible, en fait, des problèmes qui sont plus aigus et qu'il faudrait résoudre. Mais pour revenir à ton commentaire, et parce que le temps file à vive allure, je pense qu'on devrait aussi, et c'est une des choses que j'ai essayé de faire dans mes recherches passées, d'interroger cette figure du monument, puis aller vers d'autres pratiques artistiques qui connectent davantage avec qui on est, avec qui nous sommes aujourd'hui et avec ce qui nous motive et pour combien de temps, en fait. Toujours très intéressant. Il est 34, je ne vois pas de questions textuelles ou verbales à prendre.
Donc, je lancerai la pause immédiatement. La pause était prévue pour 10h35. On est pile poil dans les temps. Et si je ne me trompe pas, si vous regardez l'horaire, on revient à 10h50. Donc, une petite pause pour éviter le Zoom sickness. Allez reposer vos yeux, prendre du café. Hein, il est encore en avant-midi. Merci de votre attention et merci à vous deux de justement ces dialogues qu'on vient d'avoir. Et justement, merci au colloque, aux organisateurs, organisatrices de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous ce matin. Merci à vous, très Anna. intéressant. Merci. Madame Alvarez pour cette très belle présentation. Beaucoup à dire. Hein. J'ai eu Actuel Virtuel qui est apparu dans ma tête aussi. Est-ce qu'on cherche un virtuel à créer, un possible? Mais là, on est poigné dans l'actuel qui a tellement d'informations qu'on est pris là-dedans. Donc, il y a tout à dire, on va dire ça comme ça. Donc, on se rejoint à 10h50 après la pause pour le début du panel 1 qui va être géographie queer et féministe. Donc, on se voit tous. À tout à l'heure.